Donc maintenant, on va voir les questions d'estimation paramétrique. Donc, lorsqu'on parle d'estimation paramétrique, on parle de notions statistiques bien connues. On va les développer dans la capsule ici, puis on va les utiliser ensuite pour faire du classement dans les capsules subséquentes. Donc, lorsqu'on parle d'un ensemble de données, on va parler d'un ensemble de données qu'on va appeler le X calligraphique ici. Donc, on a notre X ici qui correspond finalement à n échantillons petit xt. On va travailler en une dimension pour simplifier les développements pour le reste de la séquence de cette semaine. Le cas à plusieurs dimensions va être traité la semaine prochaine. Donc là, on dit que nos xt ici suivent une certaine densité définie par Px. Ce qu'on dit de ces variables-là, c'est qu'elles sont indépendantes et identiquement distribuées, IID, c'est-à-dire qu'il n'y a pas vraiment de séquence. C'est un ensemble de n données xt, puis celle à x2 ou x3 n'a pas plus rapport ensemble que celle à x2 et xn. Donc, il n'y a pas vraiment de relation ensemble, elles sont indépendantes. Elles sont identiquement distribuées parce qu'elles suivent la même densité de probabilité, donc elles suivent la même loi en arrière. On suppose qu'elles sont distribuées de la même façon, mais qui n'ont pas de relation entre elles. Donc, lorsqu'on fait de l'estimation paramétrique, on a des familles de densité de probabilité qui vont être le P de X sachant θ. Donc, le θ, c'est les statistiques suffisantes de la densité. Donc, c'est la paramétrisation finalement de notre modèle, ou du moins l'estimation de ce qui est la distribution des données qui nous intéressent. Avec une loi normale, donc la fameuse cloche gaussienne en une dimension, on a deux paramètres dans notre estimation θ. On a le mu ici qui est l'espérance, la valeur moyenne si on regarde ça plus concrètement, puis le sigma qui est l'écart type. Donc, c'est les deux paramètres qu'on a dans notre θ. Puis ce qu'on veut faire, dans le fond, c'est d'estimer le θ à partir de notre ensemble de données x, grand X. Donc, on a n données dans notre jeu de données, puis on aimerait estimer c'est quoi les valeurs correspondant à notre distribution, notre densité de probabilité qu'on utilise. Donc, avec une loi normale, on voudrait estimer le mu et le sigma correspondant à un jeu de données qu'on a tiré d'une loi qu'on croit normale. On dit, bien, nos données suivent une loi normale. Quelle est la paramétrisation de la loi normale, étant donné nos données qu'on a sous la main. Donc, on va partir de ce qu'on appelle la vraisemblance d'une estimation paramétrée par θ. C'est qu'on va dire, étant donné un jeu de données, donc ça, le grand X ici, c'est notre jeu de n données. On a ces n données-là sous la main. Donc ça, on l'a. On aimerait savoir la vraisemblance que ces données-là ont été générées à partir d'une densité de probabilité paramétrée par θ. On dit, bien, c'est quoi la vraisemblance que ce soit θ, les vrais paramètres de notre loi qui a généré l'ensemble de données. Puis ça, bien, ça va être défini comme étant la densité de probabilité d'avoir toutes les données de notre jeu de données grand X ici, posant qu'on a comme paramétrisation le θ ici. Et là, étant donné que nos données sont indépendantes et qu'elles sont identiquement distribuées, qu'elles sont IID, on peut tout simplement dire que cette probabilité-là d'avoir finalement cette densité-là, cette vraisemblance-là d'avoir un ensemble de données, donc la vraisemblance d'avoir eu l'ensemble de données grand X, correspond au produit. Donc, le grand P ici, c'est le produit. C'est comme une somme, mais on va multiplier chacune des valeurs. Donc, on va faire le produit de toutes les données de t est égal à 1 jusqu'à n, de la vraisemblance, de la probabilité, de la densité de probabilité de xt, sachant que c'est le paramètre θ qu'on a comme paramétrisation de notre loi sous-jacente. Et donc, la valeur de la densité P de X sachant θ est équivalent à la vraisemblance qu'un échantillon soit obtenu étant donné le θ. Fait on dit ça, c'est vraiment la vraisemblance d'avoir cet échantillon-là. Puis comme les xt sont IID, on fait le produit. On dit qu'il n'y a pas de dépendance. On peut tout simplement tous les multiplier.
On va aller à l'étape suivante. On va aller à l'étape où on va dire que, dans le fond, on ne va pas utiliser la vraisemblance, on va utiliser la log vraisemblance. La log vraisemblance, c'est tout simplement la vraisemblance sur laquelle on applique un logarithme avant. Pourquoi faire ça? Bien, ça change un peu les valeurs numériques, mais ça ne change pas l'ordre. Et donc, on peut dire qu'en termes de maximiser, de trouver la paramétrisation qui nous intéresse, ça ne change rien parce que la valeur maximale pour la vraisemblance va être la même que pour la log vraisemblance ici. Donc, le grand L, c'est la log vraisemblance de la paramétrisation θ étant donné un certain jeu X. Et donc, l'intérêt d'utiliser le log, c'est qu'on sait que le log de A fois B est égal à la somme, ou du moins égal au log de A plus le log de B, tout simplement. Puis si on avait un produit, puis on transforme le produit en somme. Et c'est ce qu'on a fait ici. Donc, dans le fond, on avait log du produit des P de xt sachant θ. On a transformé le log du produit en la somme des logs des vraisemblances pour chacune des données. Puis de faire ça comme ça, bien, ça simplifie grandement. C'est beaucoup plus facile à gérer une sommation qu'un produit en termes de développement mathématique. Donc, comme je vous disais, le log de A fois B est égal au log de A plus le log de B. Et plus encore, le log de A puissance n est égal à n fois le log de A. Donc, ça, c'est des propriétés standards des logarithmes que vous avez vues certainement dans vos cours plus de secondaire cégep. Mais c'est quand même important de s'en rappeler parce qu'on va utiliser ça ici pour simplifier nos équations. Donc, la simplification, en plus, avec les logs, en plus d'avoir ces propriétés-là, c'est intéressant lorsqu'on a certaines densités qui incluent des exponentielles comme la loi normale. Donc, on a une exponentielle dans l'équation. Le logarithme naturel va annuler l'exponentielle directement. Fait que ça va simplifier encore plus les équations pour les développer. Donc, à partir de ça, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire une estimation selon le maximum de vraisemblance. Donc, ça, c'est super important. Ça veut dire qu'on a une façon de trouver la paramétrisation θ. Donc, c'est quoi la paramétrisation de notre modèle, de notre densité de probabilité, qui rend l'échantillonnage, le jeu de données X, le plus probable. Donc, on va dire, c'est quoi, qu'est-ce qui fait que le jeu qu'on a sous la main a le plus probablement été généré à partir de cette densité-là. Donc, c'est quoi les paramètres qui sont les plus vraisemblables pour avoir généré notre jeu de données. Et donc là, on fait le argmax. Donc, tout simplement, on va aller chercher la paramétrisation qui maximise la log vraisemblance. Et ça, bien, ça va être ce qu'on veut utiliser directement comme étant l'estimation du maximum de vraisemblance de la paramétrisation θ. Un exemple avec la loi de Bernoulli, donc où là, les valeurs sont soit 0, soit 1. Donc, on sait que c'est ça notre univers, notre ensemble d'issues possibles. On va prendre l'équation qu'on avait vue précédemment, tout simplement de dire que la probabilité qu'on ait un certain x, en disant que x est égal à 0 ou 1, est égale à la probabilité d'avoir un 1 ici, puissance x, fois 1 moins p, puissance 1 moins x, tout simplement. Je vous avais dit tout à l'heure que cette forme-là est intéressante pour les développements. On va en tirer avantage. Parce que là, on va appliquer la fonction de log vraisemblance. Donc, on va avoir la log vraisemblance où là, le θ se résume au p. Parce que le seul paramètre d'une loi de Bernoulli, c'est le petit p ici. Donc, ce petit p-là. Fait qu'on va dire, c'est quoi la vraisemblance d'avoir une certaine valeur, une certaine probabilité d'avoir un 1, étant donné notre jeu de données qu'on a sous la main, qui est le grand X ici. Mais ça, en appliquant la log vraisemblance, on va tout simplement faire le log du produit de la loi de Bernoulli. Donc ça, c'est le produit de 1 jusqu'à n, selon la loi de Bernoulli, pour chacun de nos échantillons de x1 jusqu'à xn. Et donc là, on va transformer le produit en somme. Fait qu'on va avoir la somme ici. La somme. Et là, le log appliqué sur p de xt fois 1 moins p puissance 1 moins xt, on va appliquer ce qu'on avait vu tout à l'heure de log de a fois b est égal au log de a plus le log de b. Et aussi, le log de a puissance n est égal à n puissance log a. Et donc là, on va transformer ce truc-là ici en
vu que c'est puissance xt, ça va être, c'est comme on fait le log de a puissance n. Fait que donc là, le n, c'est comme xt. Fait qu'on va avoir xt fois log p. Donc tout ça, ça correspond directement au log de p puissance xt. De même qu'on va avoir le 1 moins p fois 1 moins xt. Et donc ça, ce qu'on peut faire, c'est de dire directement que le 1 moins xt se transforme en ceci. Donc, c'est vraiment n moins sommation dt est égal à 1 jusqu'à n de xt. Donc, ça embrasse l'équation, vu qu'on avait la somme des logs de ceci, on va avoir l'équivalent de n moins sommation des xt fois le log de 1 moins p qui correspond à ce truc-là ici. Donc, vous pouvez refaire les développements à la maison, mais tout simplement, en appliquant les propriétés des logs, on peut simplifier notre équation à ceci. Et là, de quelle façon on va trouver le maximum de cette fonction-là? Bien, vous vous rappelez les cours de base en calcul différentiel, on n'a qu'à faire la dérivée. La dérivée, là, on n'a pas besoin de faire de dérivée partielle parce qu'on a une seule variable, fait qu'on fait la dérivée de la fonction de maximum de vraisemblance, la fonction de log vraisemblance. On fait égaler ça à 0. Fait qu'en manipulant les équations, donc en faisant la dérivée de log vraisemblance selon P égale à 0, on va trouver un point qui va être le maximum ou le minimum. Dans ce cas-ci, ça va être le maximum. Fait qu'on va faire la dérivée de cette équation-là selon P et on va faire égaler ça à 0. Donc, élément de base pour trouver un maximum ou un minimum. Ici, ça va être un maximum. Puis en brossant les équations, on arrive à une estimation de P qui va être égale tout simplement à la somme des xt divisé par n. Et ça, bien, si vous regardez ça attentivement, intuitivement, c'est tout à fait ce qu'on voulait. On va dire la probabilité d'avoir une valeur 1, étant donné un certain nombre de tirages, un échantillonnage de taille n, on a tiré des valeurs 0, 1, n fois. La probabilité que ce soit 1, c'est égal à la somme du nombre de fois qu'on a eu une valeur 1 divisé par le nombre total de tirs. Puis, étant donné que notre x vaut 0 ou 1, bien, la somme des xt de 1 jusqu'à n, vu que x vaut 0 ou 1, bien, ça va correspondre au nombre de fois qu'on a eu 1 dans notre jeu de données. On divise ça par n, bien, directement, on a l'estimation de la probabilité d'avoir une valeur positive. Un autre exemple maintenant avec la loi catégorielle. La loi catégorielle, c'est une généralisation de Bernoulli à cas état mutuellement exclusif. Donc ça, c'est super intéressant parce que ça correspond pratiquement à notre cas de classement. On dit qu'on a une certaine état, une certaine valeur X. Dans le fond, ici, on va rester dans un cas où on n'est pas dans un cas de classement. On dit, bien, on a une valeur qui est soit X1, X2 jusqu'à XK. Et donc, les valeurs de X, ils valent 0 ou 1. Donc, le x1 vaut 0,1, le x2 vaut 0,1, etc. Mais on a ce qu'on appelle un one-hot vector, donc un vecteur avec un 1 et le reste, c'est des 0. Donc, on va dire que dans nos cas valeurs de x, x1 jusqu'à xk, il y a un seul xi qui vaut 1 et les autres valent 0. Donc, ça, on peut dire que c'est mis en place avec la contrainte ici qui te dit que ça somme à 1. Donc, ça veut dire qu'il y a nécessairement un et un seul xi qui vaut 1. Et sinon, xi vaut 0. Et là, ce qu'on peut avoir, c'est de dire que chaque variable xi a une probabilité pi. Fait qu'on va assigner à chacune des variables xi une probabilité. On va avoir k valeur de p. Donc, p1, p2, p3 jusqu'à pk. Et par-dessus ça, on va voir que la sommation des pi est égale à 1. Donc, la somme des probabilités va être égale à 1. Et donc là, on peut avoir la probabilité d'état. Donc, on va dire c'est quoi la probabilité d'avoir une certaine valeur d'un vecteur x, sachant que ce vecteur-là, c'est un vecteur avec une valeur 1, les autres sont égales à 0. Et donc ça, on va faire le produit des pi puissance xi. Mais sachant que le xi est égal à 0 partout, sauf pour un cas, une valeur particulière, où là, le xi vaut 1. Donc, il y a une valeur de xi est égale à 1. Donc, l'espèce de produit qu'on fait de 1 jusqu'à k de pi puissance xi va avoir une puissance xi
égal à 1 une fois, et le reste du temps, ça va être 0. Puis quand on sait que quelque chose puissance 0, c'est égal à 1, puis si on fait un produit de 1 fois quelque chose, c'est égal à la chose qu'on avait. Donc, tout ça va tout simplement se simplifier à dire que c'est égal finalement à le pays, et le pays qui nous intéresse, donc vraiment le pays où xi est égal à 1. Mais on va garder quand même le produit parce que ça permet d'être cohérent avec la suite. Et donc là, ce qu'on peut dire avec tout ça, c'est qu'on a des expériences indépendantes. On a un jeu de données de n tirages de x. Et donc là, c'est des données IID, indépendantes identiquement distribuées. Ce qu'on peut faire avec tout ça, c'est donc de faire l'estimation selon le maximum de vraisemblance. Donc, si on applique la log vraisemblance à l'intérieur ici, donc tout simplement le log de chacune des vraisemblances pour chacune des données, puis on fait la dérivée partielle. Donc là, vu qu'on a plusieurs PI, on a de P1 jusqu'à PK, on va faire K dérivée partielle, tout égal à 0 pour P1, P2, P2, P3 jusqu'à PK. Puis ensuite, on va estimer, on va voir en passant les équations, que l'estimation de PI ici va être égale à la sommation pour tous les T des X, IT. Donc, le I, c'est vraiment l'indice de la valeur I qui nous intéresse, un peu de l'issue. Et le T, c'est vraiment l'indice de classe, la donnée, excusez-moi, l'indice de la donnée. On sait qu'on a des données de 1 à n, donc le T, c'est une valeur de 1 à n. Et donc, on va faire la somme pour toutes les données. Donc, on va vraiment avoir une somme pour toutes les données, et DXI correspondant au pays ici, divisé par la valeur de n qu'on avait, le nombre de données qu'on a tirées. Et tout ça, pour les classes 1 à K. Et maintenant, si on applique le même raisonnement à une loi normale, là, on va avoir une distribution paramétrée par une moyenne mu et un écart type sigma. Donc, la loi normale, vous avez normalement vu ça dans vos cours de Probestat. C'est quelque chose d'une distribution très, très, très connue, très utilisée. Donc, en une dimension, la loi normale, ça correspond à cette équation-là ici. 1 sur racine carrée de 2pi fois sigma. Donc, tout ça fois exponentielle de moins x, qui est notre x d'intérêt, moins le mu, tout ça au carré, divisé par 2 sigma carré. Et le x varie entre moins l'infini et plus l'infini. Donc ça nous donne... c'est une loi de distribution très, très utilisée. Donc là, ici, on va dire qu'on a un ensemble d'échantillons. On a n instances, n valeurs de x. Et chacune des valeurs de x, là, la petite vague ici, ça veut dire que x suit une loi normale. On va dire xt, là, chacun des x suit une loi normale, qu'on va appeler grand N comme ça, grand N calligraphique, paramétré selon mu et sigma carré. Et donc, si on a ça, de quelle façon on peut estimer les mu et les sigma correspondant à notre jeu de données? On va utiliser la log vraisemblance sur notre jeu de données pour déterminer la log vraisemblance d'un certain mu, d'un certain sigma. En appliquant l'équation directement sur l'équation de la loi normale, vous voyez ici, ça simplifie quand même un peu les choses. On a quelque chose comme moins n carré log de 2pi. Donc ça correspond essentiellement à cette partie-là. Moins n log sigma, qui correspond, excusez-moi, j'ai fait une petite erreur, je veux dire que ça ici, ça correspond à ça ici. On exclut finalement le sigma. Ici, ça correspond à notre sigma. Et ici, ça correspond à tout ce qu'il y avait dans l'exponentiel. Il n'y a pas de logarithme devant. Dans le fond, le logarithme a annulé l'exponentiel. Donc là, on a une fonction de log vraisemblance avec ces trois composantes-là. Et si on fait le maximum de vraisemblance là-dessus, ce qu'on a, c'est qu'on va faire la dérivée partielle de notre log vraisemblance selon mu égalé à 0 et la dérivée partielle de notre log vraisemblance selon sigma égalé à 0. Donc là, on va avoir deux équations, deux inconnues. Fait que là, on va brasser ça pour être capable d'isoler ce qu'on va appeler le M. Le M, dans le fond, c'est l'estimation de mu. Puis souvent, le standard, c'est de dire, lorsqu'on a une lettre grecque, ça correspond à la véritable valeur,
mais son estimé est la lettre latine. Donc, l'équivalent du mu dans l'alphabet latin, c'est le M. Et similairement, l'équivalent du sigma, c'est le S. Donc, on a l'estimation du mu, l'estimation du sigma, qui correspondent, donc, dans le cas du mu, c'est tout simplement la somme des xt divisé par n. Ça, c'est l'équation pour calculer la moyenne telle qu'on connaît. Puis, on a ici l'équation pour calculer la variance au carré, l'écart type au carré, qui est xt moins m au carré divisé par n. Donc, on a obtenu ces deux équations-là, tout simplement en faisant les dérivées partielles et en brassant les équations, en simplifiant le tout. Donc, ça, c'est l'estimation par un maximum de vraisemblance. Les estimateurs ne sont pas parfaits. On peut avoir des problèmes, on peut avoir des estimateurs qui sont meilleurs que d'autres. Et donc, il y a des façons d'évaluer la qualité d'un estimateur. On peut développer d'abord ce qu'on appelle le biais. Donc, si on dit, par exemple, qu'on a ce qu'on appelle le D, la fonction D ici qu'on définit comme étant appliquée sur l'ensemble de données grand X, dans le fond, c'est une estimation de la vraie paramétrisation. On va l'estimer sur X ici. Donc, le D, c'est l'estimation du θ sur X. On va dire, mais la qualité de l'estimation, dans le fond, si on regarde ça, c'est quoi la qualité? C'est la différence au carré entre la vraie valeur de la loi et l'estimation qu'on en fait sur un certain jeu de données. Et tout ça, cette différence-là, on la met au carré. Et donc ça, c'est la qualité de l'estimation. Puis là, on peut avoir ce qu'on appelle une qualité de l'estimateur. Donc, ce n'est pas la même chose. Donc, ici, on parlait d'une estimation. Donc, ça, on a fait une estimation sur un jeu de données. Donc, avec cette estimation-là sur le jeu de données, la différence entre la bonne valeur qui est le θ et la valeur estimée au carré, ça donne la qualité de cette estimation-là. Mais on peut regarder ça sur l'ensemble des jeux de données qu'on pourrait avoir. Et en général, lorsqu'on a un ensemble de données d'une certaine taille, c'est quoi la qualité de l'estimateur, donc de façon plus générale. Et donc, la qualité de l'estimateur qu'on va appeler finalement RD θ ici, c'est égal à, bon, ça ici, c'est l'espérance, donc l'espérance mathématique. L'espérance sur tous les échantillonnages de X possibles. On dit, bien là, on a différentes façons de tirer des jeux de données X, mais si on suppose qu'on regarde ça sur l'ensemble des tirages possibles, l'ensemble des valeurs échantillonnées possibles, c'est quoi l'espérance de la qualité des estimations? Donc ça ici, ça correspond directement à ça. Donc on a l'estimation pour un jeu de données particulier. On va regarder c'est quoi l'espérance de cette qualité-là ou l'espérance de cette erreur-là au carré. Donc, on veut comme évaluer D sur tous les échantillonnages possibles. On veut avoir l'espérance là-dessus. Et donc, là, on a une qualité d'estimateur. Puis ça, bien, on peut aussi définir ce qu'on appelle le biais. Donc, le biais de l'estimateur, c'est qu'on regarde en particulier l'espérance de tous les jeux de données, mais seulement de l'estimation. On dit, bien, c'est quoi l'estimation moyenne qu'on en fait versus la vraie valeur? Donc, si on regarde la différence entre les deux, ça nous donne ce qu'on appelle le biais. Puis là, si, par exemple, on regarde qu'en moyenne, où l'espérance de l'estimation est toujours un peu à côté de la vraie valeur, on va dire qu'il y a un certain biais, on va dire qu'on va manquer finalement, on va toujours avoir une erreur un peu plus bas, un peu plus haut, peu importe. Donc, on va être à côté un peu de la bonne valeur. Un estimateur sans biais, c'est un estimateur pour lequel l'espérance, ça ne veut pas dire qu'une estimation peut être à côté, hein, il y a toujours une variation, mais on va dire qu'en moyenne, selon l'espérance mathématique, la différence entre l'espérance de D et θ est de 0 pour toutes les valeurs de θ. Donc, là, on va dire que notre estimateur est sans biais. Et donc, ça, il faut regarder ça pour les différents θ parce que si on regarde pour un seul θ, c'est un cas particulier disant, mais lorsqu'on a cette paramétrisation-là, notre estimateur n'a pas de biais, mais on pourrait avoir des cas où l'estimateur aurait des biais. On regarde ça pour toutes les valeurs de θ. Donc là, vraiment, un estimateur sans biais pour toute valeur de θ, c'est quelque chose qui est intéressant.
Pour pouvoir faire les développements qui vont suivre, il faut, je vais faire un petit rappel sur l'espérance mathématique. Donc, si on suppose qu'on a une variable aléatoire continue x, qui a une densité de probabilité f de x. Donc, on a vraiment notre densité de probabilité f de x selon une variable aléatoire x. Mais l'espérance de x, c'est égal à l'intégrale sur l'ensemble du domaine de x fois f de x dx. Donc, ça, c'est l'espérance mathématique. Puis l'espérance, bien, en général, de façon intuitive, on assimile ça à la moyenne. Et donc là, si on peut appliquer ce qu'on appelle le théorème de transfert, donc je vais vous le présenter sommairement, vous pouvez aller lire plus amplement là-dessus. Le théorème de transfert s'applique pour des fonctions mesurables de Gx de la variable aléatoire x. Donc, si on a une certaine variable Gx sur x, on dit c'est quoi l'espérance de cette fonction-là? On sait que x est une variable aléatoire, on applique la fonction g sur x. C'est quoi l'espérance de la valeur de g par rapport à toutes les valeurs de x qu'on peut avoir? Mais là, on remplace le x ici par le gx. On va dire que c'est l'intégrale sur le domaine de gx fois la densité fx de x dx. Donc ça, c'est le théorème de transfert qu'on peut appliquer directement. Donc, pour une constante a, l'espérance, si on dit que gx est égal à a fois x directement, en appliquant le théorème de transfert, ça revient à dire que l'espérance de ax ici, c'est égal à l'intégrale de a, puis a est constant, on se rappelle, x f de x dx. Puis là, vu que x f de x dx, bien, tout ça, c'est égal à l'espérance de x. Puis lorsqu'on fait une intégrale avec une constante, bien, on peut déplacer la constante de l'autre côté, ce qu'on obtient ici. Mais là, ça nous ramène à dire que tout simplement, l'espérance de ax est égale à a espérance de x. Donc, si on a une constante dans notre équation ici, on va être capable de la sortir. Si on a une constante dans l'espérance de quelque chose, l'espérance de ax par exemple, bien, on peut sortir la constante directement. Et là, si on fait la somme de deux fonctions, si on dit que notre g de x est égal à m de x plus n de x, donc l'espérance de m de x plus n de x, c'est égal à l'intégrale de tout ça. Bien, l'intégrale d'une sommation, mais on va séparer ça en deux intégrales. L'intégrale, donc finalement, ça, on va transformer ça comme étant l'intégrale de mx fx dx. Et similairement, pour l'autre, on va faire l'intégrale de nx fx dx. Et tout ça, mais ça nous donne l'espérance de mx plus l'espérance de nx. Donc, on peut simplifier donc nos espérances mathématiques de cette façon-là. Toujours en se référant à la formulation sous forme d'intégrale de l'espérance, on est en mesure de simplifier nos équations assez directement. Et donc, si on revient à notre question de biais de l'estimateur, bien, si on suppose qu'on a des échantillons d'une densité de moyenne mu, puis là, on dit, bien, M, c'est un estimateur de mu. Est-ce que c'est un estimateur sans biais? Oui, pour la loi normale, avec une estimation selon un maximum de vraisemblance, on peut dire que l'espérance selon les x de m, donc l'espérance de m selon les différents jeux de données qu'on pourrait avoir, différents échantillonnages qu'on pourrait avoir, mais m étant sommation pour les txt, sommation pour les xt, divisé par n. Comme n, c'est une constante, on est capable de sortir ici. Et comme les sommations ici des xt, bien, ils sont indépendants, on se rappelle que lorsqu'on a une sommation, on peut les séparer. Ça revient à dire tout simplement qu'on a 1 sur n, sommation pour tous les t, de l'espérance des xt individuelles. Et donc là, l'espérance des xt, par définition, ça ici, ça correspond au mu directement. Donc là, on a n qui correspond au fait qu'on fait la somme n fois, on fait la somme de 1 jusqu'à n, comme c'est toujours la même valeur ici, vu que c'est des variables i et d. On sait que c'est égal à mu ici chaque fois. Fait qu'on somme ça n fois, c'est égal à n fois mu. Et tout ça est divisé par n, donc ça s'annule et on a directement mu. Donc, on a que l'espérance de m selon les x est égale à mu. Et donc, si on calcule le biais, si on fait l'espérance de m moins mu, ça va être égal à 0. Parce que ça vaut mu.
Si on regarde maintenant la variance de l'estimateur, donc là, on va regarder la variance de la valeur de m selon tous les jeux x. Bien, la variance de notre estimateur qui est donné ici, ça va être égal à 1 sur n carré, sommation pour tous les t de la variance de xt. Bon, pourquoi tout ça? Je vais vous montrer tout de suite. Parce que dans le fond, la variance, pour rappel, c'est égal à l'espérance de x moins l'espérance de x moins l'espérance de x, tout ça au carré. Puis si on redéveloppe plus amplement, c'est égal à l'espérance de x carré moins l'espérance de x au carré. C'est pas la même chose. Donc, en appliquant ça ici, on a que la variance, finalement, de la sommation pour les xt sur n est égale à 1 sur n carré, variance des xt. Donc, ça, on réussit à avoir ça grâce à l'application de la définition de la variance. Puis, en simplifiant plus amplement, on a tout simplement que c'est n sigma carré divisé par n carré. Donc là, on peut en éliminer un ici, ce qui nous donne finalement sigma carré sur n. Donc ça, c'est la variance de l'estimateur. Donc ça veut dire que notre estimateur peut varier d'un jeu de données. Là, on parle toujours d'une variance selon l'échantillonnage qu'on fait. Et donc, on est en train de tirer un certain nombre de données. Donc, on fait un tirage, puis à partir de ces données-là, on va estimer la valeur de la moyenne. Et selon ces développements-là, ici, ça veut dire donc que la variance sur cette estimation-là de la moyenne varie selon la vraie valeur, mais divisée par, selon l'écart type des valeurs. Donc, dans le fond, on regarde l'écart type des X individuels, mais divisé par le nombre de données qu'on a dans notre échantillonnage. Fait que si on tire 5 exemples, c'est très probable qu'on va avoir une bonne variabilité parce que seulement 5 exemples, c'est quand même assez peu pour estimer la moyenne. Encore une moyenne, mais avec une certaine variance. Mais si n augmente, si on a 100 échantillons, mais là, 100, c'est quand même important. Ça veut dire que notre variance va être quand même beaucoup plus faible, va être 20 fois plus faible que 5. Et donc là, notre estimation de la moyenne va être plus fiable, va être beaucoup plus précise. Et à partir de ça, on peut dire que l'estimateur qu'on a ici est efficace parce que lorsque n tend vers l'infini, la variance tend vers 0, est égale à 0. Donc, ultimement, avec suffisamment de données, on n'aura aucune variance. On va vraiment estimer la vraie moyenne. Puis, on dit aussi que c'est un estimateur convergent. Donc, c'est ça. Donc, la variance tend vers 0. Et en plus, c'est ça. Donc, la variance tend vers 0, ça veut dire qu'il y a peu de variance. Et donc, c'est lié ensemble, mais ce n'est pas tout à fait la même chose. L'estimation, chaque estimation va être égale à la vraie valeur avec n tend vers l'infini. Donc, on va dire qu'avec un très gros jeu de données, notre estimation de la moyenne va être le mu. Similairement, on peut faire les développements avec l'écart type au carré. Donc, on va dire l'écart type d'une loi normale. On va avoir S carré qui est l'estimateur de sigma carré. Puis là, si on fait ça avec un maximum de vraisemblance, comme on a vu tout à l'heure, on a que S carré est égal à la sommation pour tous les t de xt moins m au carré divisé par n. Et donc là, en développant ça rapidement, tout simplement en mettant ça au carré, on a aussi, ça correspond directement à sommation des xt au carré moins n fois m carré. Tout ça divisé par n. Donc, justement, en brassant l'équation ici, la mise au carré. Donc là, on peut avoir la qualité de l'estimateur S carré. Donc, l'espérance de x correspondant à xt au carré, c'est égal à sigma carré plus mu carré. Donc, c'est le premier élément qu'on a. Là, on peut avoir l'espérance de m carré est égale à sigma carré divisé par n plus mu carré. Donc, ça, c'est deux choses qu'on prend ça tel quel. Et en prenant ça tel quel, puis en l'intégrant finalement dans l'espérance des S carrés, l'espérance des S carrés correspond à ça. Puis là, si on utilise ces valeurs qu'on a définies précédemment, on est capable d'avoir cette équation-là qui se simplifie à ceci. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est que l'espérance de S carré est égale à n-1 sur n sigma carré. Puis ça, il faut noter que ce n'est pas égal à
le vrai écart type au carré. Donc, on n'est pas tout à fait égal à ça. Notre estimateur ne nous donne pas exactement la valeur à laquelle on s'attend. Donc, c'est un estimateur qui a certains problèmes en termes de qualité. L'estimateur est biaisé, donc il y a un biais. C'est sûr que ce biais-là devient négligeable lorsque n est très grand, mais n-1 sur n tend vers 1. Donc, ça ne va être pas un problème. Mais pour un n petit, c'est quand même non négligeable. Et c'est pour ça souvent qu'on applique une correction. Ce n'est pas souvent, mais c'est pour ça qu'on applique une correction en général où on va faire l'estimation de l'écart type avec cette équation-là ici, mais en faisant -1. Donc, souvent, on ajoute -1 au dénominateur pour avoir une estimation non biaisée. Mais ça, ce n'est pas l'estimateur selon un maximum de vraisemblance. C'est un estimateur corrigé, sachant qu'on a ça. Fait quand on applique la correction, en divisant par n-1 ici aussi, on a sigma. Donc, on retire le biais de cette façon-là.